Pologne 1946. Un an après la fin de la guerre, le pays respire encore la mort et la destruction. 90% de la population juive polonaise a été anéantie par les nazis. À Varsovie, le ghetto a été rasé. De ces ruines surgit pourtant un trésor, ces caisses en métal cachées pendant la guerre. Elles contiennent des cahiers, des cartes et des lettres écrites à la main ou à la machine par des hommes, femmes et enfants. Des documents exceptionnels qui témoignent d'une expérience unique dans l'histoire, celle des Juifs enfermés dans les ghettos nazis. Depuis 80 ans, de nouveaux témoignages refont régulièrement surface en Pologne, en ex-URSS et dans les pays baltes, partout où les nazis avaient mis en place ces prisons à ciel ouvert. Au total, 1200. Entourés de murs et de barbelés pour les plus grands, ouverts pour les plus petits, l'objectif des ghettos est le même partout. Isoler les Juifs du reste de la population, les concentrer dans des conditions de vie extrêmes, en attendant de mettre en œuvre leur anéantissement. Les ghettos nazis sont des salles d'attente pour les chambres à gaz des centres de mise à mort. Dans cette existence en suspens, les habitants du ghetto ont néanmoins tenté de survivre par tous les moyens. Il y a de l'espoir. L'espoir ne les a jamais quittés. Pour supporter leur quotidien, mais aussi pour laisser une trace à la postérité, beaucoup d'entre eux ont écrit des journaux intimes, des chroniques, des reportages et des mémoires. Une parole authentique qui met en perspective les images des ghettos, tournées exclusivement par l'occupant nazi. Ils s'appelaient Emanuel Ringelblum, Myriam Wattenberg ou David Chirakowiak. Polonais, lituaniens, autrichiens ou allemands, ils ont livré des témoignages implacables sur la barbarie nazie. Leurs mots sont aussi l'héritage d'un monde juif disparu et l'affirmation d'une volonté farouche de vivre. Schon vor Jahrtausenden waren nicht-jüdische Völker gezwungen, sich gegen jüdische Eindringlinge zu wehren. Ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. L'histoire des ghettos commence par une déclaration de guerre, celle de l'Allemagne nazie à ses citoyens juifs, considérés comme un danger pour la nouvelle société que le régime veut construire. Dès 1933, la violence antisémite se déchaîne contre cette communauté qui ne représente pourtant qu'1% de la population du Reich. Ces brimades et boycotts ne sont que le début d'une série de mesures qui visent à exclure les Juifs de la société et à les chasser d'Allemagne. Cette escalade culmine dans le pogrom de novembre, appelé par les nazis la Nuit de cristal. Les SS, SA, policiers, mais aussi de simples citoyens, détruisent plus de 1400 synagogues, vandalisent des milliers de magasins en Allemagne et en Autriche annexés. 1300 personnes trouvent la mort. En 1938, les Juifs d'Allemagne sont privés de leurs droits civiques, n'ont plus de relations sociales et sont dépossédés de leurs moyens de subsistance. Ils se retrouvent totalement isolés, appauvris, dépourvus des droits les plus basiques. Tolérés, voire encouragés par la population allemande, le pogrom de novembre incite les dirigeants nazis à chercher des idées plus radicales encore.
Le 12 novembre 1938, peu de temps après les pogroms, les dirigeants nazis organisent une conférence pour décider quoi faire des Juifs allemands. Et c'est là que Göring déclare « On dirait que la population juive du Reich devra vivre dans des ghettos ». Pour la première fois, l'idée des ghettos pour les Juifs est lâchée. Mais ce n'est pas dans le Reich que les nazis vont mettre leurs menaces à exécution. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit son voisin et déclenche la Seconde Guerre mondiale. À Lodz, le lycéen juif David Chirakowiak, 17 ans, note dans son journal. Boże, co się dzieje? Miasto opuszczone przez policję. Mon Dieu, que se passe-t-il? La police et les administrateurs locaux ont fui la ville, sachant que l'armée allemande doit arriver. Les habitants sont des milliers à quitter leurs appartements pour prendre la fuite vers des destinations inconnues et dangereuses. Dans les rues, les gens pleurent et se lamentent. Pour les nazis, l'invasion de la Pologne fait partie d'un plan de colonisation et germanisation à grande échelle. Les nouveaux territoires conquis à l'Est doivent servir d'espace vital pour les Allemands. Dès les premiers jours, l'occupation allemande s'accompagne de tout un tas de mesures anti-juives, encore plus radicales que celles imposées en Allemagne. Le port d'insignes distinctifs, la limitation des déplacements, l'interdiction de communiquer avec la population, ainsi que des travaux forcés. Kalel Perehodnik a été témoin des agissements allemands à Otwocz, petite ville bourgeoise de la banlieue de Varsovie. Palono bożnice, obcinano Żydom brody, rabowano po mieszkaniach. On brûlait les synagogues, on coupait les barbes, on mettait à sac les appartements et les magasins. On confisquait les biens et les marchandises. Après 6 semaines de combat, les Polonais rendent les armes. Le pays a été dépecé par les vainqueurs. Sa partie occidentale est annexée et intégrée au Reich. L'Est est occupé par les Soviétiques, conformément au pacte entre Hitler et Staline. Entre les deux territoires, les nazis créent le gouvernement général, dirigé par le gouverneur Hans Frank à Cracovie. Dans les provinces polonaises occupées, les administrateurs allemands s'impatientent. Tous veulent se débarrasser de leurs juifs. Le plus impatient d'entre eux est Arthur Greiser, gouverneur du Warthegau, la partie de la Pologne fraîchement annexée. Sa plus grande ville, Lodz, compte près de 230 000 juifs, qu'il prévoit d'expulser vers le gouvernement général. Seul problème, Hans Frank à Cracovie s'y oppose. Il ne veut pas plus de juifs sur son territoire. Devant son refus, les autorités allemandes de Lodz doivent trouver une autre solution. Le 8 février 1940, un décret ordonne le déplacement de tous les juifs de la ville dans un ghetto. Dzięki temu zarządzeniu Żyd mógł się dowiedzieć, że tych kilka gratów. Les Juifs ont appris à cette occasion que tous les biens pour lesquels ils avaient travaillé dur toute leur vie devenaient la propriété de l'État allemand, qu'ils ne pouvaient ni les emporter ni les vendre. Ils n'avaient le droit d'emporter que des affaires personnelles et des photos de famille. Trois mois plus tard, le 20 avril 1940, ces transferts de population sont achevés.
Désormais, 165 000 personnes s'entassent dans 2300 appartements. Lodz, le premier grand ghetto nazi, servira de modèle pour tous les autres qui verront le jour en Pologne occupée dans les mois à venir. En novembre 1940, le ghetto de Varsovie voit le jour. Près de 400 000 Juifs sont enfermés sur seulement 2,7% de la surface de la ville. Varsovie sera le plus grand des ghettos nazis. Parmi ces prisonniers, il y a Miriam Wattenberg, une jeune fille juive de 15 ans, fille d'un Polonais et d'une Américaine. 15 novembre 1940. Aujourd'hui, le ghetto juif vient d'être créé officiellement. Les Juifs ont interdiction de se déplacer en dehors des frontières établies. Il y a beaucoup d'agitation. La nervosité s'est emparée de tout le monde. Les gens courent dans les rues et se transmettent des informations plus fantaisistes les unes que les autres. Tout ça me fait penser aux épopées bibliques de notre servitude en Égypte. Mais où est Moïse, qui pourrait nous libérer de cette oppression ? À partir de 1941, les ghettos se multiplient sur tout le territoire polonais. Lublin, Cracovie, Radom, Rzeszów, Częstochowa. Partout, ces espaces réservés aux Juifs sont mis en place dans les quartiers les plus pauvres de la ville, surpeuplés, parfois sans électricité ni eau courante, dépourvus d'espaces tels que des parcs et des squares. Les plus grands d'entre eux, comme Varsovie, Lodz et Cracovie, sont entourés de barbelés ou de murs. Des routes interdites d'accès par l'occupant divisent le terrain du ghetto et obligent les habitants à construire des ponts. Comble de l'ironie, ces murs et ponts doivent être financés et construits par les Juifs eux-mêmes. Les nazis installent des pancartes avertissant contre le typhus pour dissuader la population non juive de tout contact. Il y a eu un très grand nombre de ghettos. Ils étaient très différents. Entre 60 et 70% des gens habitaient dans des ghettos semi-fermés, des ghettos ouverts, ou même à l'extérieur des ghettos. La politique nazie des ghettos n'était pas du tout uniformisée. Il appartenait aux gouverneurs locaux de décider s'ils voulaient mettre en place un ghetto, s'il devait être ouvert ou fermé, ainsi que sa gestion. En 1941, l'Allemagne règne déjà sur la moitié de l'Europe. Le Reich a multiplié sa population juive, mais jamais aucun ghetto ne verra le jour dans les pays occidentaux occupés par les nazis. La Pologne est une zone de non-droit. On peut y faire ce qu'on veut. La population polonaise ne compte pas, elle est considérée comme inférieure aux Allemands. Ce n'est bien sûr pas le cas de la population en Europe occidentale. Il n'était pas question pour les nazis d'instaurer des ghettos dans le style est-européen en Occident. Ils risquaient d'avoir des problèmes avec l'opinion publique. Au printemps 1941, plus de 60% de la population juive polonaise est parquée ou enfermée dans environ 600 ghettos,
disséminés sur toute la Pologne occupée. Pour les nazis, ce sont des lieux de stockage, en attendant de trouver une solution au problème juif. Conscient du bouleversement qu'entraîne la création du ghetto, l'historien Emanuel Ringelblum à Varsovie note dans son journal intime. Es wächst letztens sehr stark das historische Bewusstsein. Notre expérience quotidienne rejoint les événements les plus saillants de notre passé. Nous retournons au Moyen-Âge. L'expulsion actuelle est l'une des pires de l'histoire juive, parce que dans le passé, il y a toujours eu des villes de refuge. Privés de leurs relations sociales et de leurs emplois du jour au lendemain, les Juifs du ghetto se retrouvent projetés dans une nouvelle société, imposée par l'occupant. Ces sociétés dans les ghettos étaient des constructions très complexes. Des gens très différents se sont retrouvés parqués dans des espaces serrés. Il y a eu des différences politiques, des différences de classe, mais aussi de religion, notamment entre les juifs orthodoxes et les juifs assimilés. À la tête de ces nouvelles sociétés, créées sous la contrainte, se trouve le Judenrat, le Conseil juif. Mis en place par les Allemands, il représente le lien entre la communauté juive et l'administration nazie. Pour les Allemands, le Judenrat était très pratique. Ils géraient le ghetto à leur place. Les Allemands contrôlaient le Judenrat sans pour autant lui donner de l'autonomie, bien sûr. En Pologne occupée, tous les ghettos nazis, même les plus petits, ont leur propre conseil juif, avec à sa tête un président. À Łódź, les Allemands nomment Chaim Mordechai Rumkowski, un homme d'affaires. À Varsovie, cette responsabilité incombe à l'ingénieur Adam Tcherniakov. Le défi que les dirigeants doivent relever est immense. Organiser la vie quotidienne du ghetto pour faire vivre des centaines de milliers de personnes tout en se soumettant aux exigences de l'occupant. Rumkowski a annoncé clairement sa vision du ghetto. Il voulait l'organiser comme un État. Voilà pourquoi il a dit qu'il voulait mettre en place des ministères, un ministère de l'Éducation ou un ministère du Travail. À l'image de Łódź, chaque grand ghetto développe très rapidement une administration importante pour gérer tous les aspects de la vie. L'éducation, la santé, la justice avec ses tribunaux et prisons, ses services sociaux avec des orphelinats et des soupes populaires, la gestion des déchets et même des pompes funèbres. Dans la plupart des ghettos, il y a aussi une équipe de pompiers, ainsi qu'un service d'ordre, la police juive. Un État juif factice se met en place avec une autonomie factice elle aussi. Les autorités sont factices, elles donnent seulement l'illusion de fonctionner comme avant la guerre. Il y a cette police juive et tous ensemble font semblant de former un nouvel État. Mais ça ne fonctionne pas, c'est impossible. L'espoir d'une existence autonome à l'abri de la terreur allemande n'est que de courte durée. Les ghettos ne sont pas conçus par les nazis comme des lieux de vie. Qualifiés de caissons de la mort par Joseph Goebbels, ce sont des espaces où l'occupant expérimente une mise à mort lente par la faim, la maladie et le travail forcé.
Ses habitants sont à la merci des décrets et limitations qu'impose l'administration allemande, à commencer par l'approvisionnement de la nourriture, strictement réglementé par des cartes de rationnement. Il y avait un certain nombre de magasins sectorisés où on pouvait acheter la nourriture rationnée à l'aide de ces cartes. C'était la source d'approvisionnement officielle. Mais les rations étaient tellement maigres en termes de calories que personne ne pouvait survivre avec ça. Od dzisiaj mamy mieć 2 kilo chleba na cały tydzień. À partir d'aujourd'hui, nous aurons 2 kilos de pain pour toute la semaine. Il y a de la viande une fois par mois, à raison de 100 grammes par personne, et 80 à 100 grammes de margarine pour la même période. Hier, un élève de ma classe est mort d'épuisement et de faim. C'est déjà la 3e victime dans notre classe. À Lodz, la ration quotidienne officielle attribuée aux Juifs s'élève à 220 calories. La situation est meilleure dans les petits ghettos de campagne, notamment à Sokolov Podlaski, où vit Simche Polakiewicz. Znajomi chłopi handlujący przed wojną z Żydami też szukali kontaktu z gettem. Les paysans continuaient à faire des affaires avec les Juifs qu'ils connaissaient d'avant-guerre. Ils avaient eux aussi besoin de clients pour vendre leurs produits. Ce commerce de contrebande se déroulait à l'abri des regards dans l'entrée des maisons. Le prix d'un costume ou d'une paire de chaussures était converti en kilogrammes de blé ou de pommes de terre. Au fléau de la faim s'ajoutent les épidémies. Les ghettos manquent d'eau courante, de chauffage et d'articles d'hygiène de base comme le savon. À Varsovie, 43 000 personnes meurent en seulement 10 mois d'une épidémie de typhus. Ici, le surpeuplement est dramatique. Depuis sa création, le ghetto est passé de 380 000 à 450 000 habitants et compte plus de Juifs que la France et la Belgique réunies. Ces nouveaux arrivants ont été déportés de la partie annexée au Reich et des environs de Varsovie. Ils représentaient la population la plus démunie du ghetto. La plupart du temps, ils arrivent avec très peu de choses. Un baluchon, un oreiller sous le bras, et c'est tout. Et ce sont les premières victimes des famines. Les cadavres sur les trottoirs, ou des enfants qui font la manche dans la rue que l'on voit sur les photos du ghetto, sont les déportés des autres régions dans la grande majorité des cas. Ce ne sont pas les Juifs originaires de Varsovie. C'étaient les plus mal lotis de tous. Bersteiger in die Gassen, Gneiwes und Schwindlerei. Morale dans la rue, vol et arnaque, indifférence et empathie, aumône, châtiment, émotion de la rue, optimisme et pessimisme, joie et tristesse, espoir et désespoir, peur et terreur, raclée, prison, traque pour le travail forcé dans les camps, panique et rumeur, amortissement général de la sensibilité. Pour assurer la survie, le troc et la contrebande avec la population non juive deviennent essentiels. À Varsovie, 80% de la nourriture du ghetto provient du commerce illégal. Très souvent, les gens de la pègre d'avant-guerre, qui se connaissaient et que le mur avait séparés, ont renoué des contacts très rapidement. Grâce à ça, des camions entiers de nourriture entraient. La farine et le lait arrivaient par les gouttières de la partie non juive
dans le ghetto. Les contrebandiers s'enrichissent et s'imposent comme l'élite du ghetto. Ils permettent de faire fonctionner les soupes populaires et fournissent les 60 restaurants. La contrebande est aussi pratiquée à petite échelle, notamment par les enfants. Ils ne portent pas de brassard et peuvent se faufiler discrètement à l'extérieur. Les enfants pouvaient facilement se faufiler par les petits trous du mur pour aller du côté dit arien. Ils essayaient d'y trouver des vivres en les achetant ou en faisant du troc. Dans beaucoup de cas, ces enfants étaient les seuls à faire vivre leur famille. Certains parents n'ont jamais réussi à se retrouver dans la réalité du ghetto. Ils sont tombés en dépression, une vraie dépression au sens médical du terme, qui les a laissés démunis. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de travail, plus d'argent, plus de nourriture. Ce sont les enfants qui deviennent alors les parents de leurs propres parents. La misère et la pauvreté sont abondamment photographiées et filmées par les équipes de tournage de la propagande nazie. Les conditions de vie terribles, imposées par l'occupant, ont transformé les Juifs du ghetto en caricatures antisémites. Animés par un mélange de fascination, de curiosité et de dégoût, de simples soldats viennent aussi régulièrement visiter ces quartiers juifs. Il faut continuer à utiliser ces photos et ces films allemands. Nous n'avons pas grand-chose d'autre, mais il faut être conscient du fait qu'ils reflètent le regard de l'occupant. Il faut alors lui opposer le regard juif, notamment les journaux intimes. Mais nombreux clichés ont aussi été pris à l'intérieur du ghetto par les habitants eux-mêmes. À Varsovie, malgré l'interdiction allemande qui confisque les appareils photos, des anonymes ont photographié clandestinement des scènes de vie. À Lodz, Rumkowski désigne officiellement 2 photographes, Henrik Ross et Mendel Grossmann, pour documenter le quotidien du ghetto. Ils en profitent aussi pour capter d'autres moments en secret. Sur ces photos, nous retrouvons aussi beaucoup de scènes que nous n'associons pas avec la vie dans le ghetto. Henrik Ross, notamment, a pris des photos d'une mère qui embrasse son enfant. Une photo qui parle de bonheur et d'amour en plein milieu du ghetto. Nous avons aussi des photos de fêtes. Ce sont des aspects du quotidien qui ont été ignorés pendant longtemps, parce qu'ils ne cadraient pas avec la misère et la souffrance habituellement associées à la vie au ghetto. Mais cela faisait aussi partie de la réalité. Les gens ont essayé de vivre, ils ont essayé de se créer des moments de bonheur et d'amitié. Il y a comme une quête de normalité dans cet univers totalement chaotique. Il y a des cafés dans le ghetto, les gens s'y retrouvent pour boire du thé et pour vivre un moment où ils ont l'impression que rien n'a changé, que tout est normal. Le soir, on met la table, avec des assiettes et des couverts, même si on n'a qu'un bout de pain à manger, ou une soupe à l'eau avec 3 pâtes dedans.
Mais on continue de faire semblant que tout est normal, parce que c'est très important pour le moral. Le mois de mai de cette année est particulièrement chaud. Je prends le soleil tous les jours sur le toit et je suis déjà bien bronzée. Quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression de revenir d'un séjour au bord de mer. Selon moi, les gens dans le ghetto ont fait preuve d'une grande résistance dans cette situation extrême. Ils se sont accrochés à tout prix à leurs habitudes, leur culture, leur savoir-vivre. Il y a des orchestres, des conférences scientifiques, et il y a même une bibliothèque. Il y a aussi des compétitions sportives, des représentations théâtrales. Elles étaient d'ailleurs très contestées par la société du ghetto. Certains disaient qu'on n'avait pas le droit de faire du théâtre dans un cimetière. Et tout ça permet bien sûr de renouer avec la vie avant le ghetto, avec un monde humaniste, beau et artistique. Théâtre, école, enseignement, toutes ces activités se mettent en place à l'abri des yeux de l'occupant. Comme le dit le journaliste Chaim Kaplan, tout est interdit, mais nous faisons tout. Dans les petites communautés, qui ne comptaient pas plus de 2000 âmes, il était bien sûr plus difficile d'organiser des activités clandestines, et encore moins des spectacles ou des écoles. C'est la vie religieuse qui a pris alors une grande importance. Przychodzi mi na myśl jedno takie święte miejsce, które znajdowało się na... J'ai gardé le souvenir d'un endroit de prière qui se trouvait au grenier de l'appartement de Mordechai Yankiel Slovitich. Les soirées et matinées de Shabbat sont restées gravées dans ma mémoire. Les gens priaient, étudiaient les Écritures saintes dans un silence entouré de secrets et de mystères, comme avant eux les Juifs du temps de l'Inquisition. Je sentais un pouvoir spirituel immense qui rassemblait les gens. Ces moments faisaient revivre leur beauté et leur dignité qui avaient été piétinées. Il y a de l'espoir. L'espoir ne les a jamais quittés. Niebywała, wspaniała wiadomość. Oby tylko nie okazała się plotką. Une nouvelle extraordinaire vient de tomber. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une rumeur. Les Allemands ont déclaré la guerre aux Soviétiques. Le ghetto est comme électrisé par cette nouvelle. Tout le monde est tendu. Il paraît que les Soviétiques attaquent. Il paraît que les Allemands contre-attaquent. Il paraît... Si seulement on pouvait avoir des informations fiables. Mais l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht ne se résume pas à un simple conflit militaire. Les nazis conçoivent cette guerre comme une confrontation idéologique et raciale, dirigée contre la population soviétique qui compte de nombreux juifs. Eine grauenerregende Auslese von Lemberger Sowjettypen. Plünderer, Marodeure, in der Hauptsache Juden. La stratégie de Berlin a changé. Pour se débarrasser des Juifs, la priorité n'est plus de créer des ghettos. Le régime envoie dans le sillage de la Wehrmacht les Einsatzgruppen, des escadrons de la mort. Les tueries sont déjà en cours depuis l'été 41. Le ghetto devient alors un lieu de stockage de ces juifs qu'on n'a pas encore réussi à tuer, faute de personnel. Et dans certaines régions, les autorités ont besoin de main-d'œuvre juive. Sur le territoire polonais que les nazis ont arraché aux soviétiques et jusqu'aux portes de Moscou, 600 nouveaux ghettos voient le jour.
Les plus grands d'entre eux sont ceux de Vilnius en Lituanie, Riga en Lettonie et Minsk en Biélorussie. Le plus petit se situe à Obol, il compte 10 personnes. La nature de ces nouveaux ghettos a changé. Elle ne laisse guère de doute sur la volonté d'extermination. Les plus grands d'entre eux sont divisés en 2 parties. Un ghetto A pour les Juifs capables de travailler et un ghetto B pour les autres. À Minsk, l'occupant arrête toute livraison de nourriture pour ceux qui ne travaillent pas. Comble du cynisme, au milieu du ghetto, il y a une boulangerie. Le pain qu'on y fait est destiné aux Allemands. Sans école ni vie culturelle, Minsk est un véritable mouroir pour ses 100 000 habitants. Dans ces nouveaux ghettos sur territoire soviétique, l'occupant procède régulièrement à des rafles et des sélections. Le poète Abraham Sutskever, 28 ans, décrit les procédés de sélection dans le ghetto de Vilnius. Le bureau de travail allemand transmit au Judenrat des certificats jaunes pour 3000 professionnels du premier ghetto. Celui qui avait reçu un de ces certificats jaunes était béni des dieux. Il s'agissait d'un certificat de vie. C'est du moins ce qu'avaient dit les Allemands. Ces certificats représentaient en effet une chance de survie lors d'une autre rafle. Ils étaient valables pour le détenteur et pour sa famille. Même les Allemands avaient compris que les travailleurs ne seraient plus motivés si on tuait leur famille. Le 3 novembre, durant 2 jours, on massacra tous ceux qui n'avaient pas de certificat jaune. Lors de l'opération, environ 8000 personnes furent tuées. Les rafles ont lieu jour et nuit. Un survivant du ghetto de Minsk et d'un camp de concentration dira plus tard : « Dans les camps, au moins pendant la nuit, on savait qu'on avait survécu à une nouvelle journée et qu'on serait tranquille pendant au moins quelques heures avant que les horreurs ne recommencent. Mais dans le ghetto de Minsk, la terreur régnait en continu, 24 heures sur 24. Les meurtres, pillages et viols pouvaient se dérouler aussi la nuit. En cette période de fin d'année 1941, la politique nazie se radicalise aussi à l'égard des Juifs en Europe de l'Ouest. En janvier 1942, une conférence dans une villa à Wannsee, près de Berlin, réunit 15 dignitaires nazis. Sous la supervision du SS Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de la Sûreté du Reich, il décide des modalités logistiques du meurtre des Juifs d'Europe. 11 millions de personnes sont visées. 2 mois plus tard débute l'action Reinhardt. C'est le nom de code pour l'assassinat des Juifs polonais dans le gouvernement général. Les bourreaux vont systématiquement liquider les ghettos. Le premier ghetto qui est liquidé est le ghetto de Lublin. Ça s'est passé le 16 mars 1942. Et ils ont commencé par l'endroit qui était le plus proche du chef de l'Aktion Reinhardt, dans le district de Lublin, Odilo Globocznik. Ils voulaient montrer comment ça devait se passer. Les Juifs du ghetto de Lublin sont déportés à Belzec, un centre de mise à mort qui vient d'entrer en fonction début mars 1942. Près d'1 demi-million y trouveront la mort par gazage. Au même moment, les Juifs de Silésie sont les premiers à mourir dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Entre mars et juin 1942, de nouveaux centres de mise à mort voient le jour à Treblinka et Sobibor. La vague des déportations saisit progressivement tout le gouvernement général, notamment les petits ghettos des campagnes.
Faute de personnel, les Allemands utilisent les responsables locaux polonais pour leur entreprise meurtrière. Yom Kippur 1942 roku. Le jour de Yom Kippour de l'année 1942, le Polonais Surdik et le commandant allemand ont cherché une place assez grande pour rassembler les Juifs avant de les déporter à Treblinka. Le lendemain, Surdik baignait dans le sang. Il emmenait à la mort ces Juifs dont il avait abondamment profité. Il courait comme un fou dans le ghetto pour attraper ses proies. Le 22 juillet 1942, arrive le tour du ghetto de Varsovie. Rano o 7:30 w gminie. Granice małego getta obstawione. 7h30 du matin. Les frontières du ghetto sont entourées par des unités spéciales. À 10h, le Sturmbannführer Höfle arrive avec des soldats. Aujourd'hui, à 4h de l'après-midi, il faut lui livrer 6000 personnes. Et ça, tous les jours. Il a refusé de signer cet ordre. Au lieu de ça, il a écrit une lettre d'adieu. Ensuite, il a pris le cyanure qu'il gardait dans un tiroir. Le suicide de Tchernakov est venu trop tard, un signe de faiblesse. Il aurait dû exhorter à la résistance. Homme faible. C'est impossible de trouver un comportement juste. À Cracovie, le deuxième président du Judenrat, Arthur Rosenzweig, n'a pas coopéré suffisamment aux yeux des Allemands quand il s'agissait d'établir les listes de personnes à déporter à Belzec. Alors, ils l'ont mis dans un des trains en direction d'Auschwitz avec toute sa famille, où il a été gazé. À Varsovie, le successeur de Tcherniakov obéit aux ordres allemands. Miriam Wattenberg observe ces colonnes de Juifs qui se font escorter sur la Umschlagplatz, le lieu de rassemblement pour les personnes destinées à la déportation. Je vois souvent des familles entières, des parents avec leurs enfants. Les mères portent les bébés dans les bras, alors que les plus grands suivent derrière. Ce sont des gens qui se portent volontaires pour les déportations. Ils n'ont pas d'autre choix, ni de possibilité de fuir, ni de cachette. Les Allemands leur donnent 1 kilo de pain par personne et leur promettent de meilleures conditions de travail. Tout le monde dans le ghetto voulait vivre. Les jeunes, mais aussi les personnes âgées. Et tout le monde s'accrochait à des bribes d'informations qui leur permettaient de nourrir leurs espoirs. Cela a permis aux Allemands de mettre en place tout un système perfide de mystification, en annonçant notamment que les gens seraient évacués pour aller travailler à l'Est. Entre juillet et septembre 1942, près de 300 000 personnes quittent le ghetto de Varsovie pour le centre de mise à mort de Treblinka. Ces déportations ont lieu presque tous les jours, pendant 3 mois, avec l'assistance de la police juive. Les policiers juifs de Varsovie n'ont aucune excuse. Ils ne peuvent se justifier en disant qu'ils agissaient en état d'hébétude. Cet état peut durer un jour, mais pas 3 longs mois. Tous les sentiments humains les avaient abandonnés. Ils arrêtaient les gens, allaient chercher les nourrissons dans les appartements, profitaient de chaque occasion pour piller. À Lodz, les Allemands ont commencé les déportations en janvier 1942. Ici, Rumkowski, le président du Judenrat, a décidé d'organiser les rassemblements lui-même avec l'aide de ses policiers juifs.
L'argument de Rumkowski était de dire « Si ce n'est pas moi qui organise ces déportations, les Allemands vont entrer dans le ghetto pour les faire eux-mêmes. Ça sera plus brutal. Il vaut mieux que nous le fassions nous-mêmes. » Début septembre 1942, le pire arrive. Les Allemands lui demandent de leur livrer toutes les personnes incapables de travailler. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les enfants de moins de 10 ans. Un couvre-feu instauré par les Allemands interdit aux habitants de quitter leur logement. Il doit faciliter le travail de la police juive qui fait le tour des maisons pour arracher les vieillards et les enfants aux familles. Les gens cachent leurs enfants dans les greniers, dans les toilettes et dans d'autres trous. Le désespoir leur fait perdre la tête. La maison en face de chez nous a été fermée. On en a extrait 3 enfants. Les cris, les bagarres, les pleurs des mères et de la foule dans la rue sont indescriptibles. Les parents des enfants enlevés deviennent littéralement fous. Les policiers juifs ont participé à ces rafles. Mais s'ils ont arraché les enfants à leur mère, c'était aussi pour sauver leurs propres enfants. Jamais je ne voudrais être face à un tel dilemme. Et je comprends que cette action devait être très difficile pour eux, à tel point qu'ils n'y sont pas arrivés. C'est là que les Allemands sont entrés dans le ghetto. Et ils ont fait ce que Rumkowski voulait éviter, des rafles brutales et sanglantes. Plus de 15 000 enfants et personnes âgées sont déportés en une semaine du ghetto de Łódź, certains accompagnés de leurs parents. À la fin de l'année 1942, la majorité des ghettos du territoire polonais sont liquidés, totalement ou en partie. Les rescapés sont devenus des esclaves au service de l'effort de guerre allemand, mais ils sont encore en vie. L'administration civile allemande a fait place aux SS qui ont transformé les ghettos restants en camps de travail. La guerre permet de nourrir l'espoir. Nous avons une chance de survie tant que nous travaillons, tant que nous serons utiles aux Allemands. Ils ont en tête le principe martelé par Rumkowski. Notre seul salut est le travail. Grunt to kartofle. Jeść, myśleć. L'essentiel, ce sont les pommes de terre. Manger, réfléchir, étudier et travailler. Cette dernière activité est la moins plaisante à mes yeux. Mais elle me permet de passer le temps. Je ne me plains pas. Pourvu qu'on survive. Ils ont même fait de la publicité pour promouvoir leurs services à l'extérieur du ghetto. Nous savons tout faire. Nous cousons des uniformes, nous réparons vos bottes, nous retapissons vos fauteuils en cuir. On faisait même des bustes d'Hitler dans le ghetto. Le catalogue était immense. Et tous ces services étaient bien sûr moins chers qu'à l'extérieur. Privés de leurs proches envoyés à la mort, ces survivants n'ont plus rien à perdre. À Vilnius et Minsk, certains arrivent à s'enfuir pour rejoindre les partisans. D'autres tentent de s'armer pour résister à l'intérieur des ghettos. La majorité de la population ne savait rien de la résistance et ne devait pas le savoir. Mais la nuit, quand le ghetto était calme, commençaient les transports d'armes. Les arsenaux se trouvaient dans les sous-sols, sous les planchers, dans des grottes, dans des billots de bois creusés à cet effet, les seaux à double fond. Dans la nuit du 18 avril 1943,
le ghetto de Varsovie se soulève. 700 insurgés, faiblement armés, tirent sur les SS qui s'apprêtent à reprendre les déportations. Marek Edelman, l'un des héros de l'insurrection, dira plus tard « Mourir avec des armes était plus beau que sans armes. Tout ce qui comptait, c'était que nous ne nous laissions pas massacrer quand notre tour viendrait. C'était seulement un choix quant à la manière de mourir. » Pour en finir avec la révolte, les Allemands détruisent les bâtiments du ghetto l'un après l'autre, à la dynamite ou au lance-flammes. Les survivants sont fusillés ou déportés. Les Juifs ont tenu tête aux Allemands pendant 4 longues semaines. Le soulèvement du ghetto de Varsovie était le premier soulèvement armé contre les Allemands en Europe occupée. C'est ça la vérité. C'est une histoire incroyable. Le 16 mai 1943, le SS Jürgen Stroop transmet à Berlin « Il n'y a plus de quartier juif à Varsovie ». L'insurrection de Varsovie précipite la liquidation des ghettos encore restants. Aux yeux des Allemands, ce sont devenus de potentiels foyers de résistance. En automne 1943, vient le tour de Vilnius et de Minsk. En août 1944, une partie de la Pologne est déjà libérée. Un nouveau gouvernement communiste est déjà mis en place à Lublin. Une partie de la population se réjouissait de sa liberté retrouvée, alors qu'à Lodz, le ghetto existait encore. C'est Himmler en personne qui décide de la liquidation de Lodz en juin 1944. Il y reste encore 75 000 juifs qui travaillent dans les ateliers. Premier ghetto créé par les nazis, Lodz est le dernier à avoir été liquidé. Il a perduré 4 longues années. De ces antichambres de la mort nazie, il n'en reste presque rien. Quelques bâtiments dans certaines villes, ou seulement des morceaux de murs. Si la mémoire des Juifs et des Juives des ghettos a survécu, c'est grâce à leurs propres écrits.